Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Cash Confidence. Aujourd'hui, on va avoir un format assez particulier puisque cet épisode, on va l'animer toutes les deux avec Mariana. On a décidé en effet de vous partager les principaux blocages qu'on entend très souvent autour de l'investissement et on voudrait vous présenter une série de conseils qu'on donne très souvent dans le cadre des challenges pour aider un maximum de femmes à se lancer dans l'investissement. Cet épisode est une fois de plus sponsorisé par Boursorama qui nous permet d'avoir ce magnifique studio et avec qui on partage la même vision, l'importance de parler d'argent sans tabou. Alors, sans plus attendre, bonjour Mariana. Bonjour Anna. Ça fait du bien, aujourd'hui on est d'une face à l'autre. Ça change un peu. Ouais, on change complètement de setup. Du coup, ravie aujourd'hui de faire cet épisode toutes les deux, ça fait aussi plaisir. Pour une fois qu'on n'a pas toutes nos questions, on peut échanger toutes les deux. J'aimerais bien juste en guise d'introduction qu'on rappelle une fois de plus à nos auditrices pourquoi est-ce qu'on a lancé ce projet ensemble, parce que je pense que ça expliquera bien la suite. Et pour commencer, est-ce que tu peux commencer le contexte, après je continue. Ouais, non, sans doute. Et je pense que même avant, c'est important un peu de raconter un peu qui on est, parce que je pense qu'on a pas mal d'auditrices que nous connaissent déjà, mais peut-être qu'on a des nouvelles auditrices qui ne savent pas encore. Mais en fait, tout ce qui est un peu sujet lié à l'argent, c'est des sujets que moi, j'ai toujours eu assez récurrents à la maison. Donc, j'ai toujours eu l'habitude de parler d'investissement avec mon père, ce qui ça peut être assez bizarre de même quand on est enfant de déjà parler d'investissement, mais pourtant mon père il parlait pas beaucoup avec ma mère, donc il avait un peu toutes ces contradictions on va dire de parler avec sa fille sans forcément parler avec sa femme, donc ça crée plein de biais, de blocages dans ma tête qu'on va aborder un peu après. Même peut-être que je te laisse présenter un peu ce contexte de ton côté, après j'explique les challenges. Non, et du coup, de mon côté, c'était toujours un sujet assez tabou. L'argent, on en parlait peu. Même aujourd'hui, mes parents ne parlent quasi pas d'argent. Et à chaque fois, je voyais plutôt les disputes liées à l'argent. Je considérais que le prêt était quelque chose de très lourd à porter, raison pour laquelle j'ai voulu rembourser tous mes prêts liés aux études avant même la fin de la scolarité, tellement pour moi, c'était un sujet douloureux. Et la raison pour laquelle on s'est associé sur ce projet, c'était aussi parce qu'au départ, on voulait faire quelque chose pour l'émancipation des femmes. C'était un sujet qui nous tenait toutes les deux à cœur. Au tout début, on avait évoqué la santé mentale et le burn-out. C'était aussi un sujet qui nous tenait pas mal à cœur. Mais on s'est rendu compte, au fil de nos discussions, à quel point le thème de l'argent était récurrent et à quel point, en fait, aussi, entre femmes, on prenait pas le temps de parler d'argent, alors que nos homologues masculins prennent ce temps de leur côté. Et on s'est dit que peut-être que pour adresser au mieux les sujets d'émancipation, des égalités entre femmes, la meilleure solution c'était finalement de revenir au sujet d'argent et de voir comment est-ce qu'on pouvait déconstruire tous ces biais qui nous sont inhérents. Ils sont constitués de par notre héritage familial, de par l'héritage sociétal, de par aussi l'éducation qu'on a reçue, de par aussi même le milieu professionnel où on a pu évoluer. Et comment est-ce qu'on peut créer un safe space où on va parler de ces biais pour les déconstruire ensemble et pour aider un maximum de femmes à en fait retrouver une forme de légitimité dans leur discours par rapport à l'argent, de se sentir fort, de se sentir confiante et de se lancer in fine dans l'investissement. Et l'une des raisons qu'on aime bien partager aussi avec Mariana, pour lesquelles on a commencé ce projet, c'est que Mariana de son côté, du coup de par son éducation, t'es très à l'aise avec les questions financières. Pour toi, ne pas investir, c'est perdre de l'argent. C'est extrêmement important aussi de promouvoir cette éducation financière et pour toi c'est très important aussi d'investir tous les jours. Et j'aimerais bien que tu rappelles aussi comment est-ce que tu as réussi à investir dès ton premier salaire, ce que tu disais aussi où tu te considérais comme, même tu restais sur ton salaire de stagiaire pour investir le reste. Ouais, je pense que je vais pas rentrer trop en détail, mais juste pour donner quelques exemples, moi c'était hyper important de commencer à investir dès mon premier salaire, effectivement. Même tout ce qui est un peu négociation, j'ai toujours négocié mon salaire, même quand j'étais stagiaire. Et en fait, quand j'ai passé de stage à CDI, j'ai gardé le même niveau de vie en tant que stagiaire pendant presque 4 ans. Et en fait, tout ce qui était extra, parce que j'avais bien sûr un salaire plus élevé quand j'étais en CDI, tout ce qui était extra, c'était pour l'investissement. Donc, c'était pas du tout une augmentation au niveau de vie, c'était le même niveau de vie, les mêmes dépenses pendant 4 ans. Et tout ce qui était extra, bonus et tout était direct vers l'investissement, ce qui m'a permis de créer des contrats d'investissement assez intéressants assez tôt et un peu de bénéficier justement des intérêts composés. Et là, j'ai passé, par exemple, cette dernière année, en 2025,
j'ai beaucoup réduit le niveau d'investissement, mais comme j'avais déjà des investissements qui tournaient, ça a permis de ne pas paniquer parce que j'investissais pas assez. Ouais, c'est trop chouette, alors que moi de mon côté, pour le coup, ça a toujours été un peu plus douloureux. Et on reviendra aussi ensuite au challenge de ce côté-là. Et pour le coup, j'ai beaucoup de biais ancrés en moi que je réussis de plus en plus à déconstruire aussi grâce aux échanges qu'on fait dans le cadre de ce podcast. Et je pense que c'est l'une des raisons aussi pour laquelle je trouve que notre duo fonctionne bien, où d'un côté, je pense que tu incarnes la bonne vision de l'éducation financière, enfin en tout cas celle à laquelle beaucoup pourraient aspirer, et moi je peux faire preuve de toute l'empathie envers tous les biais, tous les blocages qu'on peut ressentir face à l'investissement, parce que je suis la première à être passée par beaucoup d'entre eux. Et je trouve qu'à deux, ça permet de créer vraiment un équilibre qui est assez chouette par rapport à tout ça. Et du coup, effectivement, on a fini par lancer le challenge ensemble, parce que moi, alors qu'on avait déjà le podcast depuis 1 an, je n'avais toujours pas commencé à investir. Et on a eu cet appel en décembre 2024. On s'est dit, bon, l'année prochaine, c'est pas possible, il faut commencer, il faut y aller. Et je me suis dit, bah go, on lance un challenge dans lequel t'as intégralement suivi, et viens, on va motiver 100 personnes tous les 2 mois à investir pour que je n'ai plus aucune excuse pour ne pas investir. Et en fait, c'est comme ça qu'est survenu ce challenge où finalement on a accompagné 500 femmes en cours de 2025. Ouais, c'est exactement ça, et c'est intéressant de penser, parce que je me souviens très bien à l'époque, on se disait, mais est-ce qu'on aura des participantes ou pas? Et au final, 1 an, 5 éditions, plus de 500 participantes. En 2025, on a beaucoup parlé avec plein d'autres femmes. On a parcouru un peu partout dans les quartiers de Paris pour faire des micro-trottoirs. Donc, pour celles qui veulent regarder un peu ça sur TikTok, on a pas mal de vidéos qui ont fait plein d'interviews avec plein de femmes, et c'était intéressant pour voir que justement tout ce qui est un peu blocage, tout ce qui est un peu les biais par rapport à l'argent, c'est pas forcément des cas isolés. Donc moi aussi j'ai des peurs et j'ai des biais par rapport à mon éducation, par rapport à mon vécu, et justement l'idée avec cet épisode de montrer que plus que nous deux, on a aussi des blocages, mais surtout d'évoquer quels étaient les principaux freins que toutes ces femmes qui ont passé par les challenges Cash Confidence, les femmes qui ont passé par les micro-trottoirs qu'on a fait sur Paris, quels sont les blocages qu'elles ont rencontrés. Et en fait, l'idée, c'est pas du tout de culpabiliser, mais surtout de montrer que vous n'êtes pas seul, et surtout qu'ensemble, on peut débloquer, on peut changer le rapport à l'argent pour justement avancer vers l'investissement et surtout vers une vraie autonomie financière. Ouais, ce qui est important dans ce que tu dis aussi, c'est cette forme de normalisation, où effectivement c'est pas du tout de la culpabilisation, le but c'est de montrer que c'est normal. Et je trouve que c'est important que toi tu dises aussi que même toi t'as des blocages et des biais. À fond. Et c'est toujours une question de... En fait, les personnes qui réussissent, c'est pas les personnes qui ont 0 blocage et c'était inné chez elles dès le berceau et voulaient investir. Non, c'est des personnes qui ont réussi à faire ce travail sur elles-mêmes. On part forcément toutes de plus ou moins loin, mais derrière, tout le monde doit passer par un travail sur soi, et nous, notre but, c'est un peu de dédramatiser et de montrer qu'en fait, ce travail sur soi est inhérent à toute action, et que personne n'est béni et n'a 0 blocage psychologique par rapport à l'investissement et à l'argent. Premier blocage qu'on voit très très souvent, on va tous les lister, il y aura 1, 2, 3, 4, il y en a 7 en tout, voilà, comme ça on spoil rien, on a choisi les principaux, ceux qui revenaient très très souvent lors des challenges. Premier blocage, c'est la peur de tout perdre. C'est quelque chose qu'on a vu énormément lors du challenge. Beaucoup de femmes qui nous ont participé, beaucoup de femmes nous ont dit moi j'ai peur de commencer à investir parce que je suis certaine que je vais perdre tout ce que j'ai mis sur mes investissements, et c'est pour ça que le premier réflexe de ces femmes-là, c'est d'épargner. Moi je trouve que c'est un blocage dans lequel moi je me reconnais aussi beaucoup. C'est quelque chose que j'ai aussi connu, où t'as l'impression que ce que t'entasses dans ton petit tas d'épargne sur ton livret, sur ton LDD, sur ton livret A, bah ça reste là, ça bouge pas, et ces sommes tu les vois sur ton compte et ça sort pas de ton compte bancaire. VS aller sur des investissements SCPI, même assurance vie, tout ce qu'on veut, bah t'ouvres un autre compte, tu vois justement directement toutes ces lignes de l'investissement implique qu'on peut perdre de l'argent, et du coup tu dois recocher toutes ces cases là, chose que tu ne coches pas du tout sur ta partie épargne, et du coup tout de suite bouillonnent toutes ces questions que tu n'as pas lorsque tu fais juste un simple transfert de ton livret A. Et je pense que c'est un blocage que j'ai vécu aussi en premier pendant très longtemps. Là-dessus, je pense que ce qui est le plus important, c'est de rappeler qu'il y a en France surtout énormément de régulation par rapport à l'investissement, que oui, les taux fluctuent, mais que
in fine, nous sommes tous protégés contre les aléas, que l'AMF structure énormément tout ce qui peut se passer sur les marchés financiers, et que dès lors qu'on passe par des plateformes agréées, par des plateformes qui sont plébiscitées, qu'on voit souvent aussi revenir dans différents classements, c'est des plateformes où finalement on risque pas grand-chose. Et ça, tu parles de un peu une faillite d'une société, mais ça, c'est un peu le cas extrême. Et même avant ça, peut-être qu'on peut perdre un tout petit peu, mais c'est par rapport au niveau de rémunération d'un type d'investissement. Donc, difficilement, on va chercher un tel risque qu'on risque de tout perdre. Ça, c'est des types d'investissements, ça existe, mais c'est des types d'investissements très, très risqués. Et l'idée, c'est de ne pas se lancer direct sur ce type d'investissement. Et ce que je trouve même marrant, on a fait un épisode là-dessus sur la 4e saison, c'était l'épisode d'ouverture d'ailleurs, mais où Héloïse Boll disait justement que, en fait, quand on investit parfois dans des startups, c'est là où on prend le plus de risques. Et finalement, c'est un investissement que parfois on voit un peu autour de nous. Il y a un ami qui lance un business, on dit bon, ok, je vais mettre 500 euros. Et c'est un investissement qui nous paraît très, en fait, très matériel. On voit exactement dans quoi on investit. Pareil, on avait parlé dans la première saison d'investissement dans les sacs de luxe, dans les investissements de montres. C'est aussi des investissements très réels, mais finalement, c'est presque des investissements où on prend plus de risques par rapport à ouvrir une assurance vie, ce qui est certes immatériel, mais beaucoup plus régularisé, ou si on met de l'argent sur un ETF, finalement, c'est assez safe, quoi. Ouais. Donc, ouais, justement, et je pense que pour cette peur, tu as très bien dit, pour celles qui ont cette peur, qui veulent aller beaucoup plus en détail, on conseille vraiment le premier épisode de la saison 4, parce que c'est justement de comprendre qu'est-ce que c'est le risque, combien de risques ça représente d'investir dans des différents types d'investissements, est-ce qu'une société elle peut faire faillite, comment ça se passe au cas ça arrive, et justement de passer de tout perdre à justement quand on va investir, on va prendre un peu de risque, mais ça veut dire plus de 3 à 4%, donc avoir la possibilité d'avoir des retours un peu plus intéressantes que juste des livrets, mais aussi pouvoir perdre, mais une toute petite partie. Et on peut investir effectivement dans les choses plus risquées, mais ça devait être, je sais pas, à 5% à 10% max par rapport au montant investi. Global. Et par rapport à ça, 2 petits rajouts, je pense, avant qu'on passe au blocage numéro 2. Mais aussi, ce que je trouve... la première chose, c'est que finalement, quand on place sur un livret A par rapport à l'inflation, on compense tout juste par rapport au taux d'inflation ce qu'on a sur le compte bancaire. Donc finalement, en fait, on perd de l'argent. Et c'est une phrase que j'ai toujours trouvée très marquante chez toi, où tu disais que quand on n'investit pas, finalement, on perd de l'argent. Et j'ai aussi été très marquée par une discussion où tu me disais justement que tu étais assez impressionnée par la capacité d'épargne des Français qui parfois a épargné jusqu'au bout du livret A, donc 20 000 euros mis en épargne, alors que tu aurais commencé à investir des 5 000, 6 000, enfin chacun est plus ou moins à l'aise avec un montant là-dessus. Ça, je trouve ça extrêmement fort. Et l'autre point que je trouve aussi assez intéressant, c'est que finalement, quand on regarde les courbes in fine sur les investissements classiques type ETF, même si parfois il y a des baisses et qu'on voit effectivement que la courbe elle est pas du tout régulière et droite, mais si on dézoome sur plusieurs années, finalement la courbe est ascendante et pas descendante. Et je trouve que ça fait du bien parfois de juste revenir sur les grosses courbes des marchés financiers pour prendre du recul par rapport à ces chiffres qui nous paraissent extrêmement imprévisibles et aléatoires. J'étais la première à vraiment être tétanisée par ces chiffres-là. Et juste dézoomer et voir qu'en fait, bah non, sur la durée, la courbe, elle est finalement assez droite et assez directe. Donc c'est assez intéressant. Et je pense que ouais, le premier point de épargner et de garder de l'argent de côté, ça revient justement pour la deuxième peur qu'on voit souvent, c'est de ne pas avoir assez d'argent. On entend tout le temps que j'investis pas encore parce que j'ai pas assez d'argent pour investir. Et on a eu, je me souviens très bien, quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans les challenges, il y a eu une participante qui avait 200 000 euros de côté, pas du tout investi. Et ça, c'est trop dommage, mais bon, on sait qu'on n'est pas toutes dans ces cas-là. Mais ce que c'est important de noter, c'est qu'on n'a pas besoin de 200 000 euros du jour au lendemain. Et il y a un concept qu'on parle beaucoup, c'est de l'épargne de précaution. Donc c'est important d'avoir un peu d'argent de côté dans un livret A ou quelque chose comme ça qu'on peut avoir accès facilement au cas où on a un problème, on a un souci, on a besoin d'argent rapidement. Mais normalement, c'est 3-4 mois des dépenses de côté. Donc, par exemple, si j'ai un coût de vie de 2 000 euros par mois, en compris mon loyer, mes dépenses pour aller au supermarché, un peu de loisirs, faire du sport, quoi que ce soit, assurance, habitation et tout, 2 000 euros par mois. Donc, ça veut dire que 3 mois, c'est 6 000 euros, 4 mois, 8 000 euros. Donc, je peux mettre 8 000 euros de côté dans un livret A, mais plus que ça,
ça n'a pas trop de sens, on n'a pas trop l'intérêt à le mettre de côté, rémunéré à moins de 2%, sachant que l'inflation elle est plus élevée que 2%, donc ça fait qu'effectivement on perd un pouvoir d'achat. Et du coup, l'idée justement, cette peur de ne pas verser, c'est quelque chose que moi j'avais pendant longtemps. Parfois je laissais plus que 6 mois de côté, parfois même 1 an. Et je pouvais dire que j'étais presque fière d'avoir autant de l'argent de côté. Et là, en fait, quand on comprend qu'on n'a pas assez d'urgence dans la vie, d'avoir besoin d'avoir 6 mois, 7 mois, 1 an de côté, on peut se permettre d'avoir juste 3-4 mois, peut-être un peu plus pour qu'on soit bien la nuit quand on va dormir. Mais au-delà de ça, c'est important d'investir pour justement aller chercher un peu plus et créer ce patrimoine. Et justement, c'est la création de patrimoine qui va nous permettre de réaliser nos rêves et de réussir un peu plus que juste quelques euros de côté. Et là-dessus, ce que je trouve aussi intéressant, c'est toujours cette conception de l'épargne de précaution. On en a beaucoup parlé dans l'épisode avec Lucille Quillet, où on mentionnait justement, et elle a dit une phrase qui m'a beaucoup marquée, que finalement l'épargne de précaution dépendait de chacun, et que en fait, in fine, c'est important de choisir l'épargne de précaution qui vous correspond le plus avec votre sécurité mentale. Et finalement, j'en ai beaucoup reparlé à d'autres amis entre-temps, et je me suis rendu compte que j'ai des amis pour lesquels l'épargne de sécurité, c'était pas tant d'avoir de l'argent sur leur compte bancaire que finalement d'acheter une première résidence, et de savoir qu'ils allaient avoir un loyer qui allait tomber tous les mois pendant quasi toute leur vie, qui leur remplacera leur salaire. Et en fait, chacun est finalement une dimension de sécurité qui est propre à chacun, qui est une fois de plus liée au billet, à plein d'autres choses. Et finalement, en fait, il n'y a pas des règles en soi. Et quand on parle de 3 mois, 6 mois, pareil, ça dépend de chacun. Peut-être qu'il y a des gens qui sont vachement à l'aise avec un seul mois, ou des gens qui sont à l'aise, comme moi, avec un livret A rempli. Ça dépend complètement de chacun. Et c'est important de savoir, du coup, une fois de plus, ce avec quoi vous êtes à l'aise, et ensuite, comment est-ce que vous construisez par-dessus. Ouais. Et concrètement, je pense que je conseille à celles qui ont cette peur de lister, si on fait une rétrospective les dernières, 5 ans de ma vie, quels étaient les moments que j'ai eu vraiment des urgences et que j'ai dû toucher à mon livret A. Ça veut pas dire faire des courses, acheter des fringues chez Cézanne, des choses comme ça. Ça, c'est pas une urgence. Mais vraiment une vraie urgence, médicale, un imprévu, j'ai pas bien calculé mes impôts. Par exemple, moi, j'ai eu cette urgence. J'ai pas bien calculé mes impôts et j'ai dû payer plus de ce que j'avais prévu. Heureusement, j'avais mon épargne de précaution. J'ai pioché un peu d'argent dans cette épargne et OK, on est bon. Et après, j'essaye de rétablir justement cette épargne. Donc, lister quels étaient les moments, quels étaient les montants qu'on a eu besoin. Est-ce que c'était, 1 000 euros, 2 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros? Est-ce que c'était vraiment le cas? Peut-être que non. Et si c'est pas le cas, on n'a pas besoin d'avoir autant d'argent de côté sans placer. Et en lien aussi avec ça, je pense que c'est pour celles qui ont aussi une épargne de précaution en prévision d'un potentiel départ en congé de maternité. Finalement, qu'on soit salarié, qu'on soit à son compte, il y a toujours beaucoup aussi de mécanismes de défense qui existent pour contribuer à l'échelle de l'État à ce type de moment de vie. Et je pense une fois de plus, c'est assez important de demander des questions à d'autres qui sont passés par là. Combien est-ce que finalement ils ont mis de côté? Combien finalement un enfant leur a coûté? Qui ont des modes de vie similaires? Et potentiellement ne pas surprévoir, mais prévoir aussi en fonction des autres. Et une fois de plus, c'est quelque chose qui se construit à deux dans ce cadre figure-là, mais très souvent aussi il y a une épargne qui est construite par rapport au futur. On n'a pas encore tout prévu et on ne sait pas ce qui va arriver. Mais on prévoit quand même en fonction de ça. Je pense que ça fait peut-être la bonne transition pour le prochain blocage, justement la bonne élève de tout prévoir, comment ça se passe. Ça, on le voit extrêmement souvent, le syndrome de l'imposteur, donc l'envie d'avoir absolument de maîtriser tout avant de se lancer dans l'investissement. Je pense qu'une des phrases qui m'avait un tout petit peu attristée, c'est quand une personne qui avait déjà suivi beaucoup de formations auparavant m'a dit à l'issue du challenge je suis extrêmement heureuse, ça m'a ouvert les yeux, je me suis réinscrite sur une formation pour apprendre à investir. Non, c'est pas le Après une formation, elle s'est dans une autre formation. Ok. C'est un peu mon objectif avec le challenge. En fait, ce que je disais sur les dernières éditions, et je pense qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que on a rendu ce challenge gratuit pour les participantes, en grande partie aussi pour que, en fait, finalement, le prix qu'elle aurait voulu mettre dans ce type de formation, qu'elle l'investisse, en fait, que ce soit l'exercice pratique qui en découle. Et au bout d'un moment, on fait souvent ce parallèle avec le sport.
on peut apprendre toute la théorie sur la course, et c'est un comportement qu'on voit chez beaucoup de personnes, de vouloir acheter les meilleurs baskets, d'acheter toutes les apps, d'être hyper prêt pour son running, de s'inscrire au marathon, et après seulement de commencer à courir, et là se rendre compte qu'en fait finalement peut-être qu'on fera un semi, et peut-être que ça se passe pas aussi bien que prévu. Et c'est la même chose avec l'investissement, ça sert à rien d'apprendre toute la théorie qui existe avant de commencer à se lancer. Finalement, les moments où on apprend le plus, c'est en faisant. Ça sert à rien de vous lancer directement si vous avez 200 000 euros, et tant mieux pour vous à vous lancer, à mettre les 200 000 euros d'un coup, parce que c'est pas comme ça que vous apprendrez non plus. Après, c'est votre choix. Mais c'est important de tester. Vous pouvez mettre 50 euros sur un placement, plus, voir. J'aime bien dire que ça sert à rien de minimiser parce qu'on parle aux femmes. J'y tiens quand même beaucoup. C'est pas parce que on s'adresse à un public féminin qu'il faut parler des petits montants et forcément des petits pas. Parce que je trouve que dans ce sens-là, on déprécie quelque part la cible et on renforce le syndrome de l'imposteur, parce qu'en parlant des petits pas, on réénonce cette vérité que les femmes, il faut qu'elles passent par des petits pas avant d'atteindre le niveau des hommes. C'est pas du tout ce que j'essaie de dire. Mais par contre, si vous n'êtes pas à l'aise forcément directement avec l'investissement, que potentiellement les méthodes de petits pas vous aident, n'hésitez pas à faire des petits placements une fois par mois sur différents véhicules d'investissement. Quand vous êtes à l'aise, là, vous pouvez augmenter et vous faites des tests. Vraiment, dites-vous combien je suis prêt à perdre. Si vraiment je veux juste essayer, faire un peu joujou avec 100 euros, go. Qu'est-ce que je peux faire avec? Sur quoi je diversifie? Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ça répond? Et en fait, c'est parce que vous allez le faire que vous allez vous intéresser aussi pour une fois d'une manière très pratique à différents détails. Avant, tout reste de la théorie. La théorie, franchement, on la retient pas tant que ça. Peut-être parce que c'est aussi mon profil, mais je pense que c'est un peu tout le monde. Mais vraiment, on écoute, mais on s'intéresse aux mauvais détails, je pense aussi. Mais quand on commence à faire l'action, c'est là, en fait, on se pose vraiment les questions. Parce qu'on est obligé de se les poser. On est confronté à la pratique. Et c'est important de confronter à la pratique, parce qu'après, du coup, quand on revient à la théorie, on l'écoute aussi différemment, parce qu'on est passé par la pratique avant. Donc, éventuellement, si vous voulez refaire une formation après une formation, n'hésitez pas à juste vous lancer avec un budget avec lequel vous êtes à l'aise, et ensuite refaites une formation a posteriori une fois que vous avez déjà essayé, parce que tout va devenir beaucoup beaucoup plus concret. Ouais, sans doute. Et je pense qu'une partage un peu personnelle aussi, c'est que oui, j'ai commencé assez tôt à investir, mais ça veut pas dire que j'ai commencé avec 10 000 euros par mois. Genre, c'était pas du tout ça. Donc, c'était juste que j'ai commencé à placer mon argent assez tôt, mais avec des montants qui étaient raisonnables à l'époque, avec mon salaire de l'époque. Et avec les montants que j'étais à l'aise de perdre, les montants que j'étais à l'aise par rapport au niveau de risque que j'ai pris. Et pourtant, j'ai aussi perdu de l'argent. Donc, je me souviens qu'il y avait un investissement que j'avais placé lors des 2 premières années en tant que CDI. Et j'avais pas mal perdu d'argent. Et du coup, ça m'a beaucoup appris de justement faire des différents choix et comprendre mieux le contrat, comprendre mieux les frais associés aussi. Mais comme c'était pas des énormes montants qui m'ont mis en risque de comment je vais payer mon loyer, c'était justement l'investissement. J'avais mon épargne de côté. C'était pas forcément une crise, mais ça m'a beaucoup appris justement pour la suite. On passe du coup au blocage d'après qui est parfaitement introduit. On entend très souvent les femmes qui nous ont dit j'ai peur des petites lignes, j'ai peur de me faire arnaquer. Justement, qu'est-ce qu'on regarde pour ne pas que ça arrive? Ouais, c'est vrai que ça, c'est une vraie question et ça me fait beaucoup penser aussi à un autre épisode qu'on a eu dans la saison de est-ce qu'on peut toujours faire confiance à notre banquier. On a fait cet épisode avec Maëva et c'était un super épisode très direct et justement parce que on a beaucoup cette question de est-ce que je peux faire confiance à mon banquier, mais surtout est-ce que je peux faire confiance à les différentes solutions d'investissement qui sont proposées, parce que une fois qu'on commence à chercher, je sais pas, des solutions d'assurance vie, des solutions d'SCPI, comment investir en bourse via un PEA et tout, naturellement les réseaux sociaux ils vont commencer à envoyer plein de publicités par rapport à ces thématiques-là. On connaît bien comment ça marche, les algorithmes et tout ça. Par contre, c'est justement la question, mais comment je vais savoir que cette proposition de cette banque, de cette plateforme d'investissement, je peux faire confiance, ils vont pas juste prendre mon argent et je vais plus jamais voir cet argent ça m'a pris autant de temps de travailler, de le gagner. Et c'est une peur assez légitime et je la comprends bien. Mais en fait, aujourd'hui, on a tellement de vérifications. On a l'AMF qui crédibilise justement les différentes solutions d'investissement. On peut regarder aussi, est-ce que ce site-là, est-ce que cette solution d'investissement, ils ont déjà plusieurs clients, ils ont des retours d'expérience. Mais surtout, et ça, c'est quelque chose que je conseille vraiment, on va pas investir avec une solution, avec un partenaire, sans avoir discuté un peu avec la personne. Donc, par exemple, on a notamment de plus en plus des solutions d'investissement nouvelles, donc des startups, des choses plus comment dire,
Pousser, ouais. Ouais, pas forcément pousser. En ligne, mais simple. Ouais, en ligne, accessible. sans passer accessible et tout. Et ce qu'on conseille, c'est de prendre un rendez-vous avec un conseiller. Je suis sûre que Bourse Banque, on peut, bien sûr, c'est beaucoup plus solide que des différentes solutions nouvelles qu'on ne sait pas trop. Mais on peut faire un premier rendez-vous, on peut poser des questions, on peut dire, moi, j'ai cet objectif-là, je veux commencer à investir parce que potentiellement, je veux acheter une résidence principale d'ici 8 ans et je veux créer un apport. Donc ça, c'est mon objectif. Je conseille vraiment d'avoir ces objectifs plutôt clairs. On parle beaucoup de ça lors des challenges, mais aussi dans plein d'épisodes de Cash Confidence. Mais vraiment, d'arriver, de poser les questions, de challenger la personne avant d'investir. Donc, on n'a pas besoin de se presser, de se précipiter pour prendre des décisions, mais on peut aussi checker les informations qui crédibilisent ces solutions. Et surtout, peut-être qu'on peut, si on n'est pas sûr, mais quand même on va investir dans telle solution, on met 50 €, on peut commencer petit à petit pour tester et voir si c'est crédible. Et je pense aussi, une fois de plus, il y a quand même eu beaucoup de cas qui ont été médiatisés, d'arnaques en ligne, d'influenceurs qui poussaient pour des solutions d'investissement, mais en fait qui n'existaient pas, et c'était aussi plus ou moins des arnaques. Et une fois de plus, c'est une question de juste avoir du recul et de la compréhension. Effectivement, un organisme comme Bourse Banque ou des organismes qui sont cités dans des documentations, dans des classements qu'on voit souvent passer, qui existent depuis plus de 5 ans, ça reste des organismes sérieux. Et si on tombe forcément sur un site où il n'y a rien et c'est juste un site internet, on évite, quoi. Donc c'est une fois de plus une question de bon sens aussi à un moment donné. Mais tout le monde ne cherche pas à arnaquer. Et je pense qu'il y a aussi une chose qui est liée à ça, une peur de dire qu'en fait les meilleurs investissements on n'y a accès que si on est un peu dans cet entre-soi des hommes en costume noir en train de jouer au golf, et ça je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup été aussi véhiculé par l'imaginaire collectif dans le cinéma, un peu partout ailleurs, et Loup de Wall Street, tout ce qu'on veut autour de ça. Et ça je pense que voilà, ce monde-là il est aussi révolu, il a aussi été vraiment démocratisé grâce à Internet. On va voir aussi comment est-ce que ça va évoluer avec l'IA et avec tous les nouveaux outils aussi qui apparaissent, et je pense que c'est important de dédramatiser ça. Non, aujourd'hui les meilleures solutions d'investissement ne sont pas accessibles que aux hommes en costume noir. Et oui, potentiellement, parfois, plus on est riche, plus on a accès à des gros investissements et plus aussi on a accès à des très bons conseillers et on a accès à des super bons placements parce qu'on peut placer beaucoup. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas sur les mêmes paniers qu'on peut pas aussi accéder à des investissements rentables. Et la solution, c'est pas de se rabattre sur son livret A par peur de sortir dans le monde extérieur, quoi. C'est vrai qu'on a plein de préjugés par rapport à l'argent et je pense que ça fait justement le passage vers le prochain blocage. Ouais, un blocage qu'on entend très souvent, je pense, c'est très 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 particulier à la culture française, mais on a vraiment dit texto comme ça, je suis de gauche donc je n'investis pas. Je pense que d'autant plus quand on est de gauche, on devrait investir en grande partie parce que, c'est vraiment une idée personnelle et qui n'engage que moi, mais mine de rien, la raison pour laquelle l'argent est aussi considéré comme quelque chose de sale en France, c'est parce que c'est un État socialiste, et qu'un État socialiste est par définition en train de pourvoir à tous les besoins des citoyens. Donc si on a un pépin de santé, c'est l'État qui s'en occupe avec l'assurance maladie. Si on a besoin d'éducation, l'éducation est gratuite, laïque, obligatoire pour tous. Si on a besoin de chômage, en fait, l'État s'occupe du chômage. Donc tout a été prévu en amont par l'État et l'État s'occupe de tous les moments pour lesquels on aurait besoin d'une épargne de précaution. Or, aujourd'hui, ce système est quand même un peu plus défaillant qu'il ne l'était il y a quelques années. Et du coup, à cause de ça, aujourd'hui, investir est plus ou moins nécessaire dans certaines situations. On a 30% des participants du challenge qui étaient des personnes à leur compte ou des entrepreneurs. Dans ce type de cas de figure-là, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de protection type retraite et il n'y a pas encore eu un système qui a été pensé jusqu'au bout, je pense, pour ce type de profil. Du coup, la responsabilité d'investir pour sa retraite revient aux personnes qui sont à leur compte. Donc dans ce type de cas de figure, il faut d'autant plus investir, c'est quasi une obligation d'investir pour tenir sur le long terme. Mais même si on est salarié, aujourd'hui, en tous les cas, on ne sait pas si on pourra à 100% compter sur sa retraite plus tard, on ne sait pas comment le monde va évoluer aussi dans les années à venir, et je pense qu'investir est important dans ce cas de figure-là. Et enfin, on a aussi fait un épisode qui était assez intéressant sur la saison 3, sur toutes les, en fait, aussi les violences financières qui peuvent être faites aux femmes, sur la femme finalement qui en fait va se faire
embarqué par l'histoire de son mari, se faire endetter à vie, passe pas pour toutes les questions de protection sociale qui finalement ont failli à cause de quelques exceptions du système. Je pense que si on a envie d'être une femme indépendante avec potentiellement une vision féministe de la chose, si on a envie d'être sûre et certaine de pas sombrer dans des formes de violence économique parce qu'on dépendra de la retraite dépendra de son conjoint, parce que la résidence dépend aussi de son conjoint, enfin toutes ces histoires-là, c'est assez important de penser à l'investissement pour être sûr et certain d'être autonome et d'être libre dans un système qui potentiellement ne nous protège plus autant. Ouais, et effectivement, et je pense que même dans la saison 3, on a même un épisode sur le divorce, donc on voit, je sais pas si c'est en France ou en Île-de-France, qu'un couple sur 2 s'est divorcé, donc c'est énorme, et on a plein de situations que justement les femmes tombent dans une sorte de précarité après un divorce. On a pas mal de données justement dans cet épisode sur le divorce, que après un divorce, les femmes perdent 20% au niveau de vie après justement la séparation, et les hommes c'est autour de 2 à 3%, donc il y a beaucoup de différences par rapport à niveau économique et vulnérabilité économique après un divorce. Donc effectivement, je pense que c'est un point très très important. Et je pense que ça fait aussi une bascule à justement le 6e blocage qu'on voit souvent, c'est le fait de je connais personne qui a déjà investi, et surtout je connais aucune femme qui a déjà investi. Donc effectivement, on a passé des années que les femmes n'avaient pas accès à leur propre argent. Donc en 1965, c'était l'année qu'on pouvait ouvrir un compte bancaire en France sans l'autorisation du mari. Et même rentrer en bourse, c'était un peu plus tard que ça. Donc en fait, l'émancipation financière des femmes est quelque chose de très très récente. Et justement, ça fait qu'on connaît pas beaucoup de femmes, des grandes-mères d'autres générations qui ont déjà investi. Donc cette notion de prendre du risque, cette notion d'être une pionnière dans ce marché d'investissement fait peur. Et je comprends et je l'entends très bien. Mais justement, et moi je dis tout le temps lors des conférences qu'on anime que c'est très dur d'être une pionnière, mais c'est aussi quelque chose d'être fier, parce que justement on ouvre la porte pour les prochaines générations qui vont pas penser à l'argent comme quelque chose de négatif, comme quelque chose qu'on ne devait pas avoir accès, mais quelque chose de naturel, et justement quelque chose qu'on devait parler ouvertement sans tabou. Et c'est aussi lié, je pense, à quelque chose dont on parle beaucoup dans l'épisode de Qu'est-ce que ça veut dire être riche, qui sortira plus tard dans l'année. Mais sur l'importance aussi de se dire que, en fait, en France, on n'en parle pas beaucoup. Moi, par exemple, mon conjoint, il a une grand-mère qui a beaucoup investi, je le sais, mais elle en parlera jamais. Elle parlera jamais d'investissement, et ça sera mal vu de parler d'argent. Et je pense que ces non-dits renforcent encore plus ces inégalités, où on est pionnière en plus à vouloir en parler. Et je pense que c'est important d'en parler, et c'est quelque chose dont on parle beaucoup, d'instaurer des déjeuners où on parle ensemble de thunes, et on parle des galères d'argent, on parle d'investissement, mais de dédramatiser toutes ces thématiques-là. Parce qu'autant aujourd'hui on a beaucoup plus de facilité à parler de sexualité souvent dans plein de cadres, mais je pense que parler d'argent est tout aussi important à aider beaucoup plus tabou que la sexualité, effectivement. Et ça n'a pas trop de sens, et c'est assez important vraiment qu'on rentre là-dedans. Et une dernière chose qu'on observe aussi très souvent et qui fait un lien aussi avec le dernier point, le dernier gros tabou qu'on voulait évoquer, c'est aussi beaucoup de femmes qui attendent d'être dans une situation stable pour commencer à investir, c'est-à-dire ce qui passe souvent par j'ai envie d'être en couple, j'ai envie d'avoir un emploi stable. Je pense que la première chose que je voudrais faire, un rappel qui revient aussi sur les 2 autres blocages qu'on a vus juste avant, c'est que très très souvent les femmes auxquelles on a parlé ne voulaient commencer à investir que parce qu'elles voulaient investir pour leurs enfants. C'est quelque chose qui revient extrêmement souvent, et je pense qu'il nous frustre un peu toutes les deux. On n'est pas contre ça, ouais, non, c'est pas un problème, c'est pas ça le problème. Et en fait, on en a aussi beaucoup parlé dans l'épisode avec Lucille Quillet, mais il y a toute une dimension sacrificielle qui est inhérente à la condition féminine, de se dire je suis une femme, donc du coup je vis un peu pour les autres et je me sacrifie. On vient aussi la théorie des pots de yaourt, plein d'autres conséquences aussi plus ou moins graves quand même, et les violences financières et toutes ces choses-là. Mais du coup, ce côté sacrificiel de si je commence à investir, je n'investirai pas pour me faire plaisir à moi. Et même si je m'achète un sac de luxe, finalement, je dirais que c'est un investissement plutôt qu'un objet pour me faire plaisir à moi-même. Mais on va investir plutôt à chaque fois dans une dimension sacrificielle pour les autres. Donc pour les études de notre enfant, on va investir pour la résidence principale achetée au nom du couple. Et en fait, ce sacrifice, je pense que c'est important d'en sortir. Et je pense que c'est aussi à notre génération un peu de briser ça et de sortir aussi de ça. Mais c'est un exemple qu'on a souvent vu à la maison. Il y a aussi une chose qui m'a marquée dans cet épisode qu'on avait fait
avec Lucille aussi justement sur du coup les femmes qui vont compenser en faisant encore plus de tâches ménagères, encore plus de choses à la maison parce qu'elles ne participent pas autant au foyer. En fait, je pense qu'il faut sortir de cette logique compensatoire, de cette logique aussi de sacrificielle et entrer dans une logique plus égoïste quelque part, mais c'est toujours beaucoup plus difficile, et de se dire que finalement, j'ai pas besoin d'attendre d'avoir un homme dans ma vie ou une femme dans ma vie pour me lancer dans l'investissement. J'ai pas besoin d'attendre d'avoir un emploi hyper stable en CDI comme toi t'avais commencé du coup même presque dès le stage pour commencer à investir. En fait, c'est mon devoir à moi d'investir pour moi parce que c'est quelque chose qui moi me garantira une liberté financière sur le long terme, qui me garantira de l'autonomie et qui me permettra aussi de faire des choix libres et éclairés par la suite toute ma vie. Et c'est quelque part ma responsabilité que de me lancer et d'arrêter d'attendre le bon moment et d'arrêter d'investir pour les autres, et parce que j'aurais fait ces gestes-là pour moi, que derrière je pourrais être aussi beaucoup plus présente mentalement pour mon enfant, parce que je vais pas stresser sur est-ce qu'on a assez, qu'est-ce qui se passe s'il y a un divorce et toutes ces problématiques-là, et que je serais aussi plus présente dans le couple. On apporte autant sur la table, il n'y a pas cette inégalité de compensation, et si on peut se le permettre, du coup on a tous les deux de l'ambition par rapport à l'argent qu'on a ensemble, et en fait je pense que ça peut briser justement beaucoup de ces inégalités qui existent aujourd'hui, mais qui proviennent de ces choses qui viennent de génération en génération. Sans doute. Et du coup, si on devait dire les conseils, c'est soyons un peu égoïstes. Ouais. Et moi, je pense que c'est beaucoup mieux d'être avec quelqu'un parce qu'on veut être avec cette personne et pas parce qu'on dépend de cette personne. Et justement, est-ce qu'on a d'autres conseils à nos auditrices? Parce qu'elles vont se dire, c'est vrai que moi, je me vois dans ce cas de figure. Moi, je pensais toujours à ça. Et je pense qu'on a déjà donné plein de conseils pratiques, mais est-ce qu'on a d'autres? Ouais, pour conclure, on voulait un peu conclure sur 6 conseils généraux pour se lancer dans l'investissement. 6 ou 7, peut-être que je me trompe sur le nombre exact, mais je voudrais en rassembler 2 en un. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut vraiment pas attendre avant de se lancer, et j'espère qu'on l'a fait assez savoir tout au long de cette saison, tout au long des saisons précédentes, mais finalement il n'y a pas forcément un bon moment pour investir. On en a beaucoup parlé dans l'épisode avec Héloïse Boll, et je vous invite vraiment à le réécouter si vous posez des questions là-dessus, mais il n'y a pas forcément un seul moment sur votre compte d'ETF où il faudra mettre l'argent, et si vous le mettez 3 heures plus tard ou 3 jours plus tard, vous avez raté votre vie. C'est complètement faux. Même que Jean-Michel, il va dire non, mais moi j'ai investi au bon moment. C'est pas grave, Jean-Michel investit au bon moment, vous allez investir au meilleur moment que Jean-Michel d'ici 2 ans. Et c'est pour ça que c'est important d'investir une somme fixe, ou pas fixe, mais que vous adaptez tous les mois. Comme ça, vous êtes sûr et certain de pouvoir trouver les hauts et les bas et que ça soit compensé au fur et à mesure. Faut pas attendre d'avoir 200 000 € sur son compte bancaire avant de se lancer dans l'investissement, il vaut mieux commencer tôt. D'autant plus si vous avez des blocages et que vous avez besoin de passer par l'aspect pratique, commencez au plus tôt. Et il faut surtout pas écouter votre mère, votre belle-mère et votre voisin sur comment investir et pourquoi, parce que finalement tout investissement est éminemment personnel. Et je pense qu'on n'aime pas toutes les deux cette question qu'on voit souvent sur les conférences de du coup on fait quoi exactement. En fait il y a pas de bonne réponse, mais on dit pas ça parce qu'on veut vendre un service derrière, il y a pas de bonne réponse, mais venez chez notre conseiller d'épargne. C'est vrai qu'on reçoit tout le temps cette question, mais oui je comprends que vous devez donner des conseils personnalisables, c'est par rapport à mes objectifs personnels, donc je peux pas comparer parce que Anna elle a des objectifs de vie qui sont pas forcément les mêmes que moi. Donc en fait, la façon qu'il y en a, les montants, l'horizon de temps sont pas les mêmes que moi, sont pas les mêmes que Lucille, sont pas les mêmes qu'Héloïse. Et je ne peux pas comparer justement les investissements. Mais pourtant, on a toujours les questions. Oui, mais si je devais investir quand même, tu n'as pas une petite conseil. Donc non, parce que on n'a pas des mêmes objectifs. Du coup, la façon d'investir est complètement différente. Et je pense que le seul conseil par rapport à ça, et après je te laisserai aussi rebondir sur le reste, c'est vraiment de surtout se poser des questions par rapport à soi. Du coup, c'est quoi les projets d'investissement ? En étant aussi égoïste, c'est quoi l'épargne de précaution avec laquelle on est à l'aise. Et après, une fois qu'on a ces éléments-là, là, on peut venir voir son banquier, on peut aller parler à un conseiller, on peut faire des recherches en ligne, on peut trouver des femmes qui potentiellement partagent des mêmes objectifs. Et ça, on l'a beaucoup vu dans le cadre des challenges. Beaucoup de femmes vont partager quand même des objectifs similaires, oui, femmes et hommes, et du coup, on discutait ensemble. Mais tant qu'on n'a pas fait ce travail soi-même, ça sert à rien de faire des choses. Et il faut surtout pas avoir un effet de FOMO, que vous n'avez pas investi dans les bitcoins il y a 3 ans, donc vous avez tout raté, ça sert plus à rien d'y investir. Peut-être que c'était faux ce que je disais au niveau de 3 ans, mais voilà. Mais c'est important de juste se dire, moi à l'instant T, qu'est-ce que je peux faire ? Et à l'instant T, la meilleure chose que je puisse faire, c'est juste de me lancer, sans me poser de questions, et juste de commencer en fonction des investissements qui, moi, me conviennent par rapport à mes objectifs à moi. Donc concrètement, pourquoi je veux investir ? Quels sont les objectifs ? Quel horizon de temps ? Je veux acheter une résidence principale d'ici 5 ans. Je veux avoir ma retraite d'ici 30 ans. Et quel montant je suis prête à investir pour chaque objectif
par mois, par an, ça dépend justement de la façon que je veux investir. Et justement, il y a beaucoup cette question de trouver le contrat parfait. Donc avant de passer le cap, on veut faire un benchmark avec toutes les solutions, les comparaisons entre toutes les solutions d'investissement qui existent dans le marché. Mais je pense qu'on a aussi cette notion qu'il faut checker 25 000 conditions différentes. Concrètement, ce qu'on conseille, c'est regarder, est-ce qu'il y a un montant d'entrée combien est-ce qu'on est prêt à investir sur ce type de solution par rapport au montant d'entrée, les frais associés, les frais d'entrée, de gestion, d'arbitrage, de sortie, l'imposition, comment ça se passe, les montants minimums par mois, est-ce que je dois faire des versements réguliers ou pas, quelles sont les conditions de sortie et le taux de rémunération de type d'investissement. Si c'est de 5%, 10%, 11%, bien sûr, les performances passées ne prévoient pas le futur, donc c'est juste une référence. Là, ça donne une ordre d'idée de comment ça se passe, comment s'est passé les derniers mois. Et je pense un dernier conseil qu'on voit aussi très souvent, c'est le conseil de ne pas regarder tout le temps son compte. Ça, c'est quelque chose d'assez fort aussi. On l'a beaucoup vu pendant le challenge dit par Barbara, qu'on salue chez Mastercard. Ça m'a beaucoup marqué son histoire où elle avait commencé par investir, où elle prenait un café tous les matins. Elle était en Italie, trop de chance, mais elle prenait son petit café sur sa place en Italie. Et un jour, elle s'est dit, en fait, ce café pâtisserie, je vais finalement investir la même somme équivalente chaque jour en investissement. Donc, on peut commencer avec n'importe quelle somme, vous le voyez une fois de plus. Et en fait, elle regardait juste pas exprès ce qui se passait sur son compte pendant 3 mois, parce qu'elle savait très bien que si elle les regardait tous les jours ou toutes les semaines, elle allait voir toutes ces variations perpétuelles et ça allait la stresser. Et la pire chose qu'on puisse faire, on en parle beaucoup dans l'épisode avec Héloïse Boll aussi, c'est de se dire, en fait, quand ça baisse, du coup, je vais tout revendre et je vais paniquer. Et il faut vraiment éviter ça, surtout sur des investissements sur le long terme. L'objectif, c'est de les laisser là et de profiter de la courbe sur la longue durée. Et vraiment refuser ce réflexe d'être toujours sur votre téléphone en regardant son investissements, parce que c'est la pire chose que vous puissiez faire. Et c'est normal qu'au début, on va avoir un peu cette réflexe, on passe toutes et tous par là, mais justement, à un moment, il faut juste laisser prise, surtout si c'est un investissement long terme de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça fait pas trop de différence d'avoir un peu de baisse à ce moment-là, si justement sur 30 ans, je vais bénéficier d'un bel taux de rémunération. Parfait. Est-ce que tu voudrais rajouter d'autres choses, Mariana? Non, je pense qu'on a assez. J'espère que ça a pu apporter un peu d'idées et justement un peu de réflexion auprès de nos auditrices. C'était justement un épisode un peu différent parce que je pense qu'après autant d'épisodes de podcast, autant d'échanges dans la vraie vie auprès des conférences, mais aussi des micro-trottoirs et autant d'éditions de challenge Cash Confidence, c'était un peu le moment de justement montrer qu'on est toutes pareilles dans le sens qu'on a toutes les mêmes peurs, mais justement dépasser ces blocages, c'est possible et on peut le faire ensemble. Et le meilleur moyen, c'est de passer à l'action. Et le meilleur moyen, c'est juste de vous lancer. Et on espère vraiment vous avoir donné envie de vous lancer à la fin de cet épisode. Une fois de plus, il y a certains biais dans lesquels vous reconnaissez, c'est pas du tout une fatalité. L'objectif, c'est juste de continuer à travailler là-dessus, d'en parler dans un cercle de copines qui sont à l'aise, de faire attention des ateliers liés à l'argent. On organise pas mal de soirées Cash Confidence ici dans les mois à venir. On fait juste des jeux de cartes gratuites à Paris. C'est plutôt chouette. Venez nous rejoindre si ça vous dit. Et l'objectif, c'est vraiment juste de vous poser sur vos questions, sur vos objectifs, et en fonction de ça, tranquillement, à la vitesse qui vous correspond, commencer à investir sans attendre ce moment parfait où ça sera le bon moment, parce qu'en fait, il n'arrivera juste jamais. Merci à toutes d'être restées jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous avez des retours, n'hésitez pas aussi à nous écrire. On est preneuse d'avoir vos retours sur ce type de format. Peut-être à voir et à réitérer si ça vous a plu. Merci une fois de plus à Bourse-Banque qui nous ont permis d'avoir ce magnifique studio pour le tournage de cet épisode et avec qui on partage cette même vision et cette même envie de déconstruire les tabous liés à l'argent. On espère vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver justement nos micro-trottoirs. Et on se dit à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et de vos finances. Vous avez aimé cet épisode? Retrouvez-nous dès maintenant sur Instagram, @cashconfidence avec un S. Vous pourrez y retrouver plein de conseils dans la continuité de tout ce qu'on se dit dans ce studio. À très bientôt.